Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme, que tout va pour le mieux de votre côté. On en a parlé tout récemment dans une émission fraîchement diffusée, et croyez-moi, ce qu'on vit là, c'est un moment charnière. Un vrai tournant historique vient d'être amorcé dans les relations franco-algériennes. Oui, rien de moins. Ce n'est pas une simple déclaration d'intention, ni un texte symbolique sans lendemain. Non, l'Algérie vient d'adopter une loi qui va bien au-delà de la dénonciation morale de la colonisation. Ce n'est pas un pamphlet déguisé en législation pour dire que la colonisation c'est mal. C'est autre chose, un texte fondateur qui institue une base juridique solide permettant à l'Algérie de formuler noir sur blanc une exigence claire envers la France, celle de réparation financière intégrales et justes pour les souffrances infligées pendant 132 années de présence coloniale. Et ce n'est pas qu'une option. L'un des articles de cette loi engage carrément l'État algérien à saisir les autorités françaises, à leur transmettre une demande officielle, une facture globale. Une addition salée peut-être, mais surtout une démarche assumée, légitimée par une loi désormais adoptée. Parce que selon ce texte, cette exigence d'indemnisation, à la fois morale et matérielle, n'est pas une faveur ni une requête soumise à négociation. C'est un droit non négociable du peuple algérien et de son État. Il faut savoir que c'est nouveau, parce que, pour le moment, l'Algérie, depuis son indépendance, n'a jamais exigé de compensation financière ou de réparation financière. L'Algérie a toujours demandé une reconnaissance officielle des crimes de la colonisation française. Elle a toujours demandé des excuses officielles de la part de la France sur certains dossiers. Elle a exigé des interventions. Elle a exigé des interventions matérielles, mais ce sont des dossiers bien précis, comme par exemple les essais nucléaires de 1960. 17 essais nucléaires de la France de 1960 à 1966 dans le Sahara algérien, où l'Algérie a demandé non seulement la reconnaissance officielle des dégâts, mais une décontamination des sites nucléaires et une indemnisation des victimes qui ont été exposées à ces essais nucléaires. Il y a d'autres essais d'armes chimiques qui ont été réalisés par l'ancienne puissance coloniale Anamous du côté de Béchar. Là aussi, on parle d'indemnisation financière. Mais mis à part ces deux dossiers, je dis bien mis à part dans ces deux dossiers particuliers, il n'y a pas eu de demande. L'Algérie n'a jamais formulé officiellement une demande pour que les autorités françaises paient, versent de l'argent, financent des compensations financières, ou paient directement des réparations pour ce qui a été pour les torts ou pour les crimes qui ont été causés par les forces de l'armée coloniale. Donc c'est très important de le comprendre. C'est une revendication nouvelle, novatrice, je dirais même révolutionnaire, qui risque encore une fois de causer des problèmes dans les relations entre l'Algérie et la France. Parce que, pour le moment, maintenant, il ne faut pas cette loi, elle a été adoptée. Cette loi existe maintenant. Et cette loi, elle est incomplète. Je l'ai dit dans la première émission. Parce qu'elle ne détermine pas les mécanismes précis qui permettent à l'État algérien de calculer ses dommages et ses préjudices matériels et moraux pour lesquels la France doit verser des indemnisations complètes. Il n'y a pas de mécanisme. Comment va-t-on les calculer? Qui va le faire? Quelle est la commission? Quelle est l'entité? Quel est l'organisme? Est-ce que ce sera un organisme indépendant, étatique, international, national, franco-algérien qui nous permettra de calculer ces indemnités ou ces indemnisations complètes? Et pour reprendre la terminologie de la loi algérienne, encore une fois, des indemnisations, une indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux. Je crois qu'un peu de pédagogie s'impose parce que cette revendication,
elle va susciter ou elle va défrayer la chronique et elle va provoquer une énorme controverse dans les relations entre les deux pays. Ce n'est pas la première fois qu'un pays colonisé ou qu'un pays envahi ou qu'un pays qui a subi des crimes contre l'humanité ou un génocide ou une occupation meurtrière de son territoire. Ce n'est pas la première fois qu'un pays anciennement colonisé, anciennement meurtri, demande à son agresseur ou à son ancien agresseur, à son ancien colonisateur, des indemnisations. Il y a déjà des cas. Le cas connu, c'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, par exemple, tout récemment, en 2021, elle a signé un accord avec la Namibie, qui est un pays africain qui était une ancienne colonie allemande. La Namibie, c'est un pays situé entre l'Afrique du Sud et l'Angola, au niveau sur le continent africain. Et l'Allemagne a reconnu officiellement, parce que la colonisation allemande a duré de 1904 à 1908, uniquement pendant 4 ans, il y avait des crimes qui ont été reconnus comme étant un génocide contre une population locale qui s'appelle les Hereros, et l'Allemagne s'est engagée à verser 1,1 milliard d'euros sur 30 ans. L'Allemagne a payé. L'Allemagne a signé un contrat avec l'État namibien où elle va financer des programmes de développement de plus d'1 milliard d'euros en guise de réparation matérielle pour ce crime qui a été commis contre la population de la Namibie lors de la colonisation allemande. Et donc, il ne s'agit pas de cela, n'a pas été reconnu juridiquement comme étant une réparation, mais on a parlé de compensation, une compensation financière. Cela a été fait récemment, cela c'est l'exemple le plus récent, 2021 entre l'Allemagne et la Namibie. Autre exemple un peu récent, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, au Kenya. Il y a eu une répression très féroce des forces armées royales britanniques au Kenya durant les années 50. Il y avait des tortures, notamment contre une ethnie qui s'appelle les Maoris. Et en 2013, la Grande-Bretagne a présenté des excuses officielles, mais on a identifié 5200 victimes pour lesquelles les autorités anglaises ont versé plus de 25 millions d'euros à 5200 victimes. Donc c'est beaucoup moins important que l'engagement allemand auprès de la Grande-Bretagne, auprès de la Namibie, mais il y a quand même des victimes qui ont été identifiées et indemnisées. Et on a indemnisé que les victimes directes, qui sont toujours des survivants ou les descendants de survivants de cette répression féroce menée par les forces armées britanniques. Il y a d'autres cas beaucoup moins récents. Un cas aussi très peu connu entre le Japon et la Corée du Sud. Le Japon a colonisé la Corée de 1910 à 1945. Il y avait une occupation très militaire, très meurtrière. Il y avait des femmes coréennes qui ont été réduites en esclavage, qui ont été utilisées comme des esclaves sexuels pour les soldats japonais. Il y a eu de la torture, il y a eu des crimes contre l'humanité. Le Japon a reconnu sa responsabilité. Et en 1965, le Japon a versé 300 millions de dollars d'aide de compensation à la Corée du Sud. Ensuite, il a donné, 200 millions d'euros de prêts concessionnels, mais des prêts à taux symboliques pour permettre de réparer les crimes en guise de réparation des crimes qu'il avait commis sur le territoire coréen. Donc le Japon a considéré que la question était réglée, mais pour la Corée du Sud, ce n'était pas suffisant. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des tensions permanentes. On est dans les deux pays, puisqu'il y a le gouvernement sud-coréen qui, à chaque fois, essaye de relancer ce débat avec le Japon sur la nécessité d'indemniser individuellement les victimes de la colonisation japonaise. Mais le Japon a payé. Il a payé 500 millions de dollars à l'époque. C'est quand même important. Ça a permis, durant les années 60, à la Corée du Sud de se reconstruire
et d'offrir des infrastructures à sa population. Ça c'est déjà 3 cas. Parce que peut-être que cette proposition ou cette revendication algérienne va choquer beaucoup en France. Mais il faut que nos amis français sachent qu'il y a des pays qui ont payé, qui ont offert des compensations financières pour les crimes qu'ils ont infligés ou qu'ils ont commis sur les territoires qu'ils ont occupés de façon qu'on les soit injustes, illégales, abusives et voire même meurtrières. Mais le cas le plus connu et le plus important dans l'histoire, c'est le cas de l'Allemagne avec Israël. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, après sa défaite, le nazisme avait été vaincu. La nouvelle Allemagne, l'Allemagne, notamment l'Allemagne de l'Ouest, qui a vu le jour, après la défaite totale et terrible du nazisme, a reconnu rapidement sa responsabilité, les crimes nazis et les génocides des Juifs, ce qu'on appelle, la Shoah. Donc l'Allemagne, dès les années 50, elle a signé un accord qui s'appelle l'accord du Luxembourg, il y a eu des négociations entre Israël 1948, elle a été créée. Le nouvel État israélien a demandé à l'Allemagne des réparations historiques et des réparations financières et des indemnisations pour tous les crimes dont ont été victimes les Juifs en Europe, les Juifs du nazisme, les victimes du nazisme, tous les Juifs européens et qui ont été victimes des graves crimes et du massacre perpétré par le nazisme et par les forces et par l'idéologie, la doctrine d'Adolf Hitler. L'accord a été signé le 10 septembre 1952 au Luxembourg. C'est pour ça qu'on parle de l'accord du Luxembourg. Il avait été ce jour-là, c'était le chancelier allemand Konrad Adenauer, qui est très connu. Il est en compagnie du président du Congrès juif mondial et du président de la Jewish Claims Conference. C'est une organisation mondiale et du ministre israélien des Affaires étrangères, Moshe Sharet. Ils ont signé tous les 3, tous les 4. Il y avait 2 représentants de la communauté juive dans le monde et un responsable ministre des Affaires étrangères israélienne. Ils ont signé au Luxembourg un accord qui est considéré comme aujourd'hui comme exemplaire. C'est l'accord le plus exemplaire en matière de réparation financière et de financement et de compensation financière pour les préjudices commis pour les crimes commis contre l'humanité ou les crimes de génocide commis contre une population. Cet accord du Luxembourg, au cours duquel l'Allemagne s'était engagée rapidement à payer 3 milliards de marks. 3 milliards de marks. À l'époque, la valeur du mark, ces 3 milliards de marks sont, si on les compare à la valeur, par exemple, du dollar aujourd'hui, c'est entre 7 et 8 milliards de dollars. En 1952, l'Allemagne a versé à Israël l'équivalent de ce qui peut être considéré aujourd'hui comme ce qui peut être évalué aujourd'hui comme 7 à 8 milliards de dollars. Et à l'époque, c'était 3 milliards de marks. Ensuite, l'Allemagne a rajouté 450 millions supplémentaires pour la reconstruction de des communautés juives dans le monde entier. Et de 1952 jusqu'à aujourd'hui, en vertu de cet accord de Luxembourg, l'Allemagne paye et verse de l'argent aux autorités israéliennes et à des associations israéliennes, à des associations juives, des fondations juives de victimes du nazisme. Rien qu'en Allemagne, par exemple, jusqu'au début de 2020, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 1962, depuis 1952, l'Allemagne a versé 1,2 milliard de dollars en prestations d'indemnisation et de protection sociale qui ont été obtenues pour les survivants de la Shoah. En 2023, 900
1952 à 2023, l'Allemagne a payé pour les survivants de la Shoah l'équivalent d'1,2 milliard de dollars en prestations d'indemnisation et de protection sociale. Ça, c'est juste pour les victimes de la Shoah sur le territoire, notamment en Allemagne, sur le territoire des autres pays européens. Mais ce que les Juifs, les communautés juives à travers le monde, et ce que l'État d'Israël a perçu de la part de l'Allemagne depuis 1952 est estimé à 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Il faut savoir que cet accord de Luxembourg, vous pouvez le lire, il est sur le site officiel des Nations Unies. Il contient 48 pages. C'est un accord. C'est un traité qui lie Israël à la République fédérale d'Allemagne, ce qui était l'Allemagne de l'Ouest-Allemagne, qui a été réunifiée ensuite au début des années 90. Et l'Allemagne unifiée a continué à respecter cet engagement. Et dans les articles dans cet engagement, l'État allemand, par exemple, l'article 1er dit « Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne payera à l'État d'Israël au titre de ce qui précède la somme. » Donc tout ce qui est le gouvernement allemand, la Nouvelle-Allemagne, reconnaît les crimes contre l'humanité qui ont été commis par le nazisme. Elle reconnaît son implication, sa responsabilité historique dans le passé douloureux de la Shoah. Et à ce titre-là, elle doit payer des indemnisations. Voilà ce que dit cet accord. Cet accord considère que l'État d'Israël a assumé la lourde charge de réinstaller un nombre très considérable de réfugiés juifs déracinés et privés de ressources originaires d'Allemagne et des territoires antérieurement placés sous contrôle allemand. Ce qui l'a conduit à présenter à la République fédérale d'Allemagne une demande d'indemnisation globale en compensation des frais entraînés par l'accueil de ces réfugiés. Israël, en 1952, a dit aux Allemands « L'Allemagne nazie a massacré des populations entières de Juifs. Israël devait les récupérer, devait les réinstaller, les Juifs de Pologne, les Juifs d'Ukraine, les Juifs de l'Union soviétique, les Juifs de l'Europe de l'Est, les Juifs de France, de Belgique et de l'Europe de l'Ouest. » Israël donc a dit à l'Allemagne « Vous devez payer parce qu'on doit reprendre tous ces Juifs, leurs descendants, les soigner, soigner leurs blessures et leur permettre de se réinstaller en Israël. » Et l'Allemagne a payé. Jusqu'à aujourd'hui, on estime que cette facture globale de l'Allemagne est de 90 milliards de dollars. C'est quand même un montant très élevé. Donc, l'Algérie ne va pas être ce n'est pas la première fois, l'Algérie n'est pas un cas inédit. L'Algérie, elle peut s'appuyer sur ses exemples historiques, la Corée du Sud, avec le Japon, l'Allemagne, avec la Namibie, l'Allemagne, avec Israël, pour demander à la France une compensation financière. Sauf que la facture risque d'être salée pour la France parce qu'on ne parle pas de 7 ans de guerre uniquement. On ne parle pas uniquement de la guerre d'Algérie. La colonisation française en Algérie, elle a duré de 1830 à 1962. C'est pratiquement un siècle et demi. C'est énorme. C'est 132 ans. Donc vous imaginez comment on peut calculer les dégâts et les préjudices matériels commis pendant 132 ans. Il y a plusieurs estimations qui circulent. Il y a plusieurs scénarios. Le scénario moyen, c'est que l'Algérie regarde tout ce qui a été détruit, la population, comment on a été rendu analphabète, les maladies, les crimes, les tortures, la politique de déracinement, les déplacements forcés, le nombre important de populations algériennes qui ont été dépossédées de leurs terres, les villes algériennes qui ont été détruites pour construire des villes coloniales françaises. Tout ça, ce sont des dégâts matériels très importants. Il faut dire la vérité, on ne peut pas mentir. À un moment donné, d'ailleurs, des historiens français en parlent, des universitaires français en parlent
des responsables politiques français en parlent. Il y a une reconnaissance. Aujourd'hui, il y a un travail important qui est mené en France pour reconnaître les méfaits de la colonisation française. Emmanuel Macron, l'actuel président, a été le premier à avoir dit que c'est un crime contre l'humanité. Mais un crime contre l'humanité, il a provoqué des dégâts moraux et des préjudices moraux et matériels, et aussi des dégâts matériels, les vies algériennes, une population malade, des essais nucléaires, les blessés, les torturés, les tués, et surtout les terres qui ont été dépossédées, le patrimoine urbain, etc., matériel, immatériel, qui ont été détruits. Tout cela pourrait représenter, selon une estimation honnête, de 200 à 300 milliards d'euros. Ça, c'est une estimation moyenne. Si on doit aller dans tous les détails, ça pourrait dépasser les 1000 milliards de dollars. Mais ça ne sera pas possible. Il faut savoir que la France, il ne faut pas s'attendre à ce que la France paye. Si on veut indemniser ou si on veut calculer le coût de toutes les destructions matérielles infligées en Algérie depuis 132 ans, ça va dépasser le produit intérieur brut de la France. Donc ce sera irréaliste. En plus, les autorités françaises ont un argument. Elles peuvent dire « Mais attention, c'est vrai qu'on a tué, on a massacré, on a colonisé, mais on a laissé des infrastructures. Aujourd'hui, Alger, la capitale, elle est à 80%. Ce sont des bâtiments hérités de la colonisation française, au rang de 90 à 98%. 90 à 80%, 90%, ce sont des bâtiments héritiers de la colonisation française. Annaba Constantine. La France a laissé des infrastructures aussi en partant de l'Algérie. Elle a laissé des routes, elle a laissé des autoroutes, elle a laissé des chemins de fer, elle a laissé des bâtiments, elle a laissé des sièges, elle a laissé des infrastructures portuaires, elle a laissé des infrastructures au sens propre du terme. Ce sont des infrastructures qui ont été construites pour les besoins de la population des colons et non pas pour les besoins des indigènes, mais les Algériens ont récupéré ces infrastructures. On pourrait aussi les calculer leurs coûts et les enlever du coût global de la colonisation française. C'est possible parce que, encore une fois, cette loi n'a pas été suivie d'un travail rigoureux. Il fallait expliquer comment on va calculer le montant de ces indemnisations financières. Donc c'est pour ça que je dis qu'un scénario moyen honnête, ce serait entre 200 et 300 milliards d'euros que l'Algérie pourrait exiger à la France, étant donné que la France, on ne peut pas lui exiger 1000 milliards d'euros, parce que la France n'a pas détruit toutes les infrastructures avant de partir. Le port, les trains, les bâtiments, les logements, les quartiers, etc. La France n'a pas tout dynamité. Elle est partie. L'Algérie n'était pas ruinée totalement. Elle a laissé des biens que l'État algérien indépendant a récupéré des villes entières, des infrastructures entières, y compris des biens sur le territoire français que l'État algérien a récupérés. Donc on peut les déduire de la facture finale pour être honnête. On peut les déduire de la facture finale, mais ça risque, encore une fois, de laisser une addition très salée. La facture finale pourrait avoisiner honnêtement entre 200 à 400 milliards d'euros, ce qui est quand même important. Je signale que le produit intérieur brut de la France, il n'est pas... et ça va peser énormément sur les finances de la France. Et la France, certainement, l'État français va certainement refuser. Après, maintenant, voilà, ce sont des négociations qui doivent être menées entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Est-ce qu'on aura des dirigeants algériens capables de faire pression et de convaincre les autorités françaises à accepter le principe d'une indemnisation financière complète et globale? Ça dépendra de la qualité, de la compétence et du mérite des dirigeants algériens qui seront amenés à négocier avec la France cette possibilité.
Mais il faut être réaliste. Le problème, quand on prend le produit intérieur brut de la France actuellement, on va calculer, il est à le produit intérieur brut de la France. Le produit intérieur brut de la France, il est à 2920 milliards d'euros. Donc si on exige 400 ou 200 à 400 milliards d'euros, c'est quand même presque entre 10 à 20% de toute la richesse française annuellement créée. Déjà, la France est un État endetté à la hauteur de son produit intérieur brut de presque 3 000 milliards d'euros de dette. La dette française, elle dépasse carrément sa richesse. Est-ce que la France pourra payer ? Elle devra certainement s'endetter ou puiser dans ses réserves. En tout cas, elle devra s'amputer de 10 à 20% de son produit intérieur brut pour payer l'Algérie. Maintenant, on peut faire comme dans le cas de l'Allemagne. La France peut dire « je ne paierai pas tout maintenant ». Il y a un autre scénario qui est envisageable, c'est que la France pourrait verser annuellement une dotation à l'Algérie, et cette dotation pourrait s'inscrire sur une très longue durée, sur 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, le temps que la France s'acquitte totalement de sa dette et de ses indemnisations. Il faudrait d'abord convaincre et imposer cela à la France. La France a réagi officiellement. Le ministère des Affaires étrangères a réagi à ce projet de loi, à cette loi criminalisant la colonisation française qui a été adoptée par le Parlement algérien. La France a clairement parlé d'un projet hostile aux intérêts de la France, un projet hostile à la France. Le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère français des Affaires étrangères, a dénoncé une initiative manifestement hostile. Il faut comprendre les autorités françaises, pourquoi elles le disent, pourquoi elles le pensent. Parce que si les indemnisations financières sont adoptées, cela va ruiner la France. La France est déjà, encore une fois, je le dis, dans une situation financière très compliquée, avec un endettement important. L'endettement est vraiment important. On est à plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Je dis bien la dette française s'élève à 3 442 milliards d'euros. Si l'Algérie demande à la France de verser 20, 30, voire 40 milliards d'euros, cela va aggraver d'au moins 5% la dette française. Et ça, c'est le scénario moyen. Encore une fois, on peut mettre en place un échéancier. Il y a des possibilités de négociation. Mais à l'heure actuelle, il semble utopique que la France accepte cette revendication algérienne. Il semble utopique que la France en reconnaisse la validité ou accepte sa légitimité. Maintenant, c'est aux dirigeants algériens de montrer leur capacité, leur compétence à convaincre et à persuader la France que c'est un principe de justice qui doit être respecté et que c'est un engagement nécessaire pour l'avenir des relations entre les deux pays. Peut-être que de leur côté, les autorités algériennes peuvent par exemple mettre fin aux accords de 1968 qui permettent aux Algériens et aux Algériennes d'avoir certains avantages en matière d'immigration sur le territoire français. On pourrait peut-être abroger cet accord et demander à la France en contrepartie des compensations financières pour tous les dégâts de la colonisation. Ça peut être une option. Ça peut être un argument à faire valoir. En tout cas, cette loi va ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l'Algérie et la France. Et malheureusement, elle n'est pas suffisamment bien écrite ni bien pensée. Elle exige des clarifications des ajustements pour permettre aux dirigeants algériens de mieux expliquer leurs arguments, de se préparer et d'affronter les dirigeants français qui d'ores et déjà, on le sait, ils le disent, affirment qu'il est hors de question pour la France de verser de l'argent à l'Algérie. Donc cela va être une énorme controverse entre les deux pays qui nécessite beaucoup de pédagogie, d'explication. Cela nécessite pour les deux pays d'avoir deux classes dirigeantes matures, conscientes et honnêtes. Parce qu'à un moment donné, il faudra solder ce passé un jour ou l'autre et s'inspirer de ce qui a été fait, par exemple, de la part de l'Allemagne pour aller de l'avant et tourner définitivement cette page de la colonisation qui a provoqué tant de blessures, tant de crimes
et qui alimente jusqu'à aujourd'hui tant de douleurs et d'incompréhension.